12e épisode de notre saison 2 et dernier épisode de cette fameuse année 2020. Putain, c'est compliqué ton truc. Hein J'espère que pour 2021, tu auras un meilleur speech. Ouais. Il n'a pas expliqué qu'il a commencé à zéro. C'est bien pourri. La numérotation, ça a commencé à zéro. Quand C'est même, Richard c'est qui fait les numérotations du .NET Framework, en fait. Ah, c'est ça. C'est ça. Non, il va passer en janvier en 5.0.0. C'est pour ça que le .NET Framework, c'est mort. Il va jamais pouvoir y arriver. Je suis fatigué dès le début. Ça va être dur aujourd'hui. Ouais, il s'est dit, putain, pourquoi je fais des podcasts? Non, c'est un meet-up, là. Ça va être un meet-up core, la version d'après. Ouais. Parce que là, on est en version standard, là. Bon. Et après, on repasse en framework. Voilà. 5.00. Justement, on va parler des actualités, on va parler justement des vieilles versions un petit peu. Alors, donc. Bon anniversaire, en fait, Richard. Oui, merci. De rien, c'est. Oui, joyeux anniversaire. Oui. Ouais, c'est un peu retard. Hein. Ça te fait quelle version? Ouais, mais c'était juste. T'es en quelle version, Richard? 5.6. À quelle saison? saison 5, épisode 6. Ouais. Bien. Sur Disney+. Non, c'est trop cher. Sur Fortnite. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Bon, je disais donc concernant les actualités. Donc, dans un premier temps, on va parler des nouveautés. Il y a ça, c'est Jérémy qui l'avait noté la semaine dernière. Il y a une nouvelle version de Bootstrap, enfin qui est en bêta 1, je crois, pour l'instant. La nouvelle version, la version 5, donc que vous pouvez aller télécharger sur le site de Bootstrap, getbootstrap.com. La bonne nouvelle, si j'ai bien lu à l'intérieur, il y a la suppression de jQuery qui était à l'intérieur des versions précédentes de Bootstrap. Je ne sais pas, Jérémy, si tu as d'autres remarques à faire sur cette nouvelle version qui va arriver. Si, il y a une petite nouveauté sympa. Il y a la fin du support de Internet Explorer. C'est pas trop une surprise. Oui. C'est sympa, ça. Ouais, il y a aussi un peu plus de respect des nouveaux standards avec Flex, parce que la première fois, c'était un petit peu la foire. Il y a beaucoup de ménage dans le code. Et puis, il y a quelques améliorations pour diminuer le nombre de divs. Je ne sais pas si vous êtes habitué à Bootstrap, souvent il y a beaucoup de divs, ils ont encore diminué, c'est pas mal. C'est la version 5.0.0. Je dis ça, je dis rien. Mais ça vaut rien, par hein. rapport à matériel, par exemple, ou faut laisser tomber un peu Bootstrap maintenant? Justement, je voulais y venir. Il y a un petit peu un phénomène de mode sur les différentes UI. Jusqu'à il y a 2 ans, on avait du Bootstrap à tire-larigot. Maintenant, on a un petit peu du matériel de partout. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un phénomène de mode sur les interfaces à ce niveau-là. Moi, je mélange. Il y en a un qui est bien absent, c'est le Fluent UI. Parce qu'il est pourri. Enfin, il n'est pas complet. Oui, il n'est pas complet. Et puis surtout, si on regarde par exemple pour le web, le seul problème, c'est qu'ils ont fait une première version, une deuxième version. Là, ils ont une version. Quand on va sur leur site, il y a un site officiel Fluent UI avec tous les CSS et les composants React qui existent. Et puis si on regarde en détail, on voit que cette version ne sera plus supportée. Il faut aller sur Fluent UI-North, je sais plus quoi là. Il y a une nouvelle version qui reprend tout de A à Z. C'est assez difficile de s'y retrouver quoi, avec ces différentes versions quoi. Bien, donc autre chose concernant les nouveautés, c'est Christophe qui va nous en parler puisque c'est un spécialiste de PHP. Je ne suis pas. Je ne suis pas les évolutions PHP, je vais le dire. Je ne vais pas mettre à jour mon code à chaque fois qu'il y a un truc qui sort.
Bon, il y a la version 8 qui vient de paraître, avec, je crois qu'il y a un nouveau compilateur de Time qui a été rajouté. Personnellement, je ne fais pas du tout de PHP, j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en parler ou pas du tout? Christophe. Non. Ouais. Je crois que je suis en version 5.6 si tu veux. Donc, D'accord. Oui, donc. Et parfois, je lance. C'est encore enseigné dans les écoles, hein. Oui. Bah, c'est encore Java, beaucoup de succès. Hein. Moi, je joue encore des offres d'emploi pour du PHP. Hein. Ouais. Bah, en fait, Ouais, là, nous sommes dans un endroit où nous, là, j'en vois 9, là, vous êtes beaucoup de .NET, etc., peu importe. Mais quand vous regardez bien le nombre de sites qui sont sur Apache par rapport au nombre de sites qui vont être pour tourner sur les applications, au pif, hein, je vais vous dire, mais il y a 60% minimum qui est sur Apache, quoi. Donc, peut-être que c'est de la grosse merde PHP, mais en tout cas, c'est assez utile. Il y a WordPress, hein, c'est simple. Et WordPress, c'est qui reprend tous les sites. Et c'est facile à prendre en main. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, quoi, c'est un fait, quoi. Après, on peut faire de la grosse merdasse avec, mais on peut faire aussi du code très propre. Oui, c'est vrai. Et donc, quand je vois des trucs assez rigolos, ça veut il fait du PHP, c'est pas bien, il fait du Perl, c'est horrible. Ouais, je faisais déjà du MVC en PHP au début des années 2000, alors qu'on ne pouvait même pas le faire avec du .NET. Hein. Donc, si vous voulez, le meilleur langage, c'est celui qu'on maîtrise et qu'on fait bien. Donc, pourquoi tu fais du Blazor? Ouais, c'est une grande question. Parce que je peux faire de la merde comme je peux faire du code propre. Non, mais en fait, quand je disais tout à l'heure que c'est enseigné en école, je suis pas sûr que ce soit le meilleur langage pour être enseigné en école. Je trouve que c'est un framework qui est un langage qui est très orienté web. Pour apprendre l'algorithmie, je trouve que c'est bien d'avoir un framework qui est déconnecté d'une interface. Mais il y a Antoine là, qui a envoyé un lien, je ne sais pas si vous avez vu, sur les statistiques des server-side, enfin des langages de programmation utilisés côté serveur. Et on voit que PHP a 79% de part de marché. Mais je regardais la date, je n'ai pas trouvé la date, je ne sais pas si c'est récent ou pas. Si, le 16, c'est marqué tout petit, c'est pour ça que tu ne l'as pas vu. C'est le 16 novembre 2020. C'est tout petit. Attends, je zoome. On va dire que c'est assez récent. 16 décembre 2020. Ou alors, on est quand là déjà là? On est le 16. T'es sûr que c'est pas la page de rafraîchissement? C'est la date du jour, oui, c'est ça. Demain, ça sera le 17 peut-être. C'est un no. Non, mais je pense que ce qu'il faudrait voir, c'est là-dedans, justement, la part WordPress à l'intérieur de cette statistique, parce qu'effectivement, WordPress prend beaucoup de... quand même partout. C'est pareil, tu vois, là, à l'école, on apprend toujours le Python, on apprend toujours le Java. Enfin, je dis on apprend toujours, mais parfois, je me dis, mais qui l'utilise, quoi? Java, beaucoup, hein. Ouais. Java, oui. C'est à mort. Ouais. C'est même pas dans la il y a plus de 50% qui travaillent en Java et même pas 50% qui travaillent en .NET. Hein. Il y a beaucoup. Je sais pas comment ça se passe d'ailleurs en France. En Belgique, moi je trouve que c'est surtout si je résume, tout ce qui est marché privé, société privée, travaille plus avec du .NET et tout ce qui est marché public, donc l'État et autres, sont plus en Java. Globalement. Alors pourquoi les statistiques là qu'on a, elles sont pas un peu pourries là? Parce que Java 3%. Mais c'est pour les sites. Oui, c'est pour les sites web. Pour les sites web. Après, le public, il cherche aussi à avoir des technologies souvent open source, hein, si c'est comme en France. Ouais, nous, c'est les conditions. Enfin, c'est pour ça Mais je sais pas, c'est la même chose en France? Vous avez beaucoup d'entreprises privées qui sont plus en techno.net? Oui. C'est toujours pareil. Jérémy, on entend faiblement, Jérémy. Mais comme dit Christophe, je pense qu'on est peut-être mal placé pour répondre à cette question. Quoi. Peut-être Facebook, c'est fait en PHP. C'était, mais je ne sais pas si ça l'est toujours. C'est toujours index.php en tout cas. Ouais, mais ils ont des versions custom de PHP, etc. Donc, c'est pas vraiment le PHP grand public, je crois. Ouais, ils ont mis .NET derrière, ils ont renommé les pages PHP. Alors ça, c'est PHP qui fait .NET pour le début PHP. Bien, on va passer à la partie publicité pour JetBrains, puisqu'ils ont fait deux annonces dernièrement. Une première annonce, il y a la nouvelle version de Rider. Je crois que Laurence, tu l'utilises, toi, Rider, non? Oui. Donc, pour rappel, Rider, c'est un petit peu le concurrent de Visual Studio développé par JetBrains. Donc là, ils ont une nouvelle version. Je crois que il est payant de toute façon, Rider. Oui. Ouais. C'est pas cher, hein, franchement.
Quand on regarde le prix de Dot Ultimate, en perso, c'est que dalle. Hein. Franchement, je crois que c'est 15 € par mois. 175 €, moi j'avais en tête. Ouais. En abonnement, c'est que dalle. Hein. Enfin, même si tu veux prendre que. J'étais étonné que ce soit si peu cher quand on voit des outils à une époque qui coûtaient une fortune. Rien que Visual Studio, ça coûte un pont, hein, mine de rien. Ouais. Et ils ont mis en place aussi un autre produit qui s'appelle Space. Alors j'ai parcouru très, très rapidement. En gros, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un petit peu le concurrent de Azure DevOps, où on a du CI/CD à l'intérieur, on a de la gestion de bugs, gestion des tickets, etc. Je te vois. Plus que ça. Il y a plus que ça? Ouais, il y a la gestion des équipes, des vacances, par exemple, du reporting de time, si je ne m'abuse pas. C'est JetBrains aussi qui fait ça. Ouais, c'est JetBrains qui fait ça. En fait, ils ont annoncé la version 1.0, elle était en bêta depuis 1 an, je crois. Et ouais, c'est tous les outils pour les devs, mais autour du développement et plus que ça, en fait, quoi. Et puis, il y a une histoire de plugin maintenant aussi, ça peut être étendu. Ouais. Ok. Bon, donc, personne ne l'a testé, là? Non. Bon. Je suis bien content avec mon Visual Studio, mon Azure DevOps. Bien, concernant les outils, je sais plus, je crois que c'est Adrien qui avait signalé ça, un outil qui s'appelle .NET Outdated, in English dans le texte, donc qui permet, c'est un outil pour les projets en .NET Core, enfin maintenant on dit maintenant .NET 5, on ne dit plus .NET Core, qui permet de vérifier les différentes versions de vos packages NuGet. C'est un peu l'équivalent de la ligne de commande npm outdated pour tout ce qui est sous Node.js. Et donc, c'est un outil qui fait la même chose avec les packages, avec vos packages NuGet pour vos produits .NET Core. Donc, je mettrai le lien dans le fil. Un autre outil, au début, je me disais, bon, à quoi ça sert? Et puis je l'ai installé pour voir ce que ça donnait. Puis c'est vrai que j'ai vu des utilités qui sont sympathiques. Un outil qui s'appelle Copy Git Link, donc qui est une extension qu'on peut télécharger sur le marketplace pour Visual Studio, et qui donc vous permet, quand vous ouvrez n'importe quel endroit à l'intérieur de votre code, vous faites un clic droit, par exemple sur une méthode ou sur une classe, ça vous génère un lien, et quand vous cliquez sur le lien, vous allez directement dans Azure DevOps à l'endroit sur cette page-là du fichier. Donc, une utilité bête et méchante, c'est vous discutez avec un autre développeur, vous dites j'ai un petit problème là dans mon code, etc. Le projet, il y a 25 projets, il y a 250 fichiers à l'intérieur. Vous faites juste un copier-coller, un copier du lien et vous lui donnez, il atterrit directement, quoi. Donc, c'est assez pratique comme outil. Pareil, je vais vous mettre le lien tout de suite. Copier le lien, voilà. Hop. Tiens, entre-temps, comme tu parlais de JetBrains, ils ont aussi annoncé un outil qui s'appelle Code with Me, qui est un peu un pendant de LiveShare, avec des avantages un des problèmes que j'avais, moi, personnellement, dans LiveShare, dans l'équipe, c'est que quand tu fais du pairing avec, quand tu suis quelqu'un qui développe, tu ne vois pas ses contextuels menus, ou ses dialogues et tout ça, quoi. Et apparemment, quand tu n'es pas le host, tu n'as pas les outils de navigation, par exemple, que si tu utilises ReSharper, tu ne peux pas naviguer avec les shortcuts de ReSharper et tout ça. Donc tout ça avec Code With Me, ça devrait marcher. Dans Rider, c'est pas encore dispo pour Rider, ça sera dans la première release de l'année prochaine, normalement. Mais vraiment un truc, si vous faites du pairing, qui peut être intéressant, quoi, à voir. Ah ouais. Mais il faut Rider. Ouais, ou les autres outils de JetBrains.
Dans les différents articles intéressants, il y avait un premier article concernant Windows Form sur .NET 5, donc où il explique l'amélioration des performances en mémoire et en performance, des différents contrôles, des améliorations des contrôles, au niveau de l'accessibilité. Ce qui m'amuse, c'est que on parle beaucoup de WPF, du WP, ce genre de choses. J'ai l'impression là depuis quelques mois qu'il travaille assez sérieusement sur Windows Form, qui revient un petit peu au goût du jour, quoi. Surtout que la communauté est bien plus active sur Windows Forms. WPF, ils acceptent aucune pull request déjà sur le repo. Ça semble vraiment mort comme repo en fait. Mais n'empêche que les perfs là sur Windows Form, putain, c'est monstrueux, quoi. C'est divisé par 3, quoi. Mais j'ai trouvé ça bluffant, quoi. Puis les interfaces, t'as envie de dire, enfin, ça me fait. J'ai adoré, quoi. Et je comprends même, enfin, c'est génial, quoi. C'est une super nouvelle, en fait. Surtout sur les scénarios de migration. Pouvoir prendre une vieille version d'une appli qui est en .NET Framework, la passer sous .NET 5 pour après la réorganiser, tout en gardant l'interface pour la changer au dernier moment, je trouve ça puissant, quoi. Mais carrément, quoi. Surtout que tu n'es plus limité à une version de framework installée sur le poste. Moi, je trouve que ça dépend pour l'équipe des bots, mais pour des bots de petite taille qui ont besoin de remettre à jour leurs vieux outils, c'est super pour elles. Elles n'ont pas besoin de tout réécrire. Je suis en train de faire une DLL pour mes vieux codes en VB6, et donc ça appelle des DLL en framework. J'ai pas arrivé à le passer en framework 5 parce qu'il y a des trucs qui vont pas pour créer des DLL interop en 5.00, donc je suis obligé de rester en 4.7.8, je crois, pas le dernier. Et du coup, j'avais le choix entre. Je peux choisir dans cette DLL soit du WinForm, soit du WPF. Et je me casse, franchement, comme j'avais écrit, ça me casse les couilles, quoi, le WPF sur certains trucs, que du WinForm, j'en ai en 2 secondes. Mais d'un autre côté, sur WPF, j'ai des petites facilités à certains composants, mais là, j'ai envie de migrer certaines vues en WinForm, quoi, quand j'ai vu ça. Mais il faut que j'attende que je puisse avoir une DLL 5.0 interop, quoi. Je ne peux pas les faire pour l'instant. Bien. Concernant Edge aussi, un autre article que j'avais vu sur l'optimisation des performances aussi et de la mémoire de Edge, où, notamment avec ce qu'ils appellent les sleeping tabs, c'est-à-dire les onglets qui se mettent en mode veille au bout d'un certain temps quand on ne les utilise pas. Et donc ça permet d'avoir une réduction ils arrivent à des réductions de 32% au niveau de la consommation mémoire et 37% au niveau du CPU. Alors moi, je pensais que ça existait depuis un moment sur Edge, parce que moi, j'ai la version Canary, mais je crois que sur la version officielle, elle vient tout juste d'arriver, je crois. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la version officielle, mais ça ne me dit rien. Vous essayez les tabs sur le côté, sinon sur la version de Edge? Oui. Ouais. J'ai revenu au bout de 5 minutes. Ça n'arrive pas. Pareil, hein. Moi, au début, j'ai voulu arrêter. Puis je me suis forcé et maintenant j'utilise que ça parce que c'est vrai que si vous avez un écran qui est un petit peu grand, vous avez énormément de place à gauche et à droite qui ne sert à rien alors que vous avez besoin d'espace en haut et en bas, quoi, pour rajouter de l'espace de lecture. Et donc avec les tabs sur le côté, je trouve que c'est super pratique. Alors c'est vrai qu'on est formaté, j'allais dire, depuis des années et des années à avoir les onglets en haut, mais sur le côté, je trouve ça plus intéressant. J'ai la Windows bar à gauche, exactement pour la raison que tu viens de citer, mais les tabs, j'y arrive pas. J'ai beau essayer. J'ai essayé, mais j'ai laissé tomber. Je ne sais même plus comment on fait maintenant. Et on peut pas avoir les onglets à droite aussi, ou ils sont forcément à gauche? Je crois qu'ils sont forcément à gauche. J'ai jamais essayé de les changer. Comment on fait maintenant? Ah, il faut que ce soit sur l'écran principal. Non, je sais plus. C'est quoi la méthode déjà pour refaire ça? Non, il y a un icône en haut à gauche. Qui ressemble à une fenêtre, tu cliques juste dessus, à gauche de ta première tab. Non, je ne l'ai pas. C'est bizarre, ça. Je suis en version normale, à jour. Non, j'ai la version de dev, moi. Ouais, moi aussi, en dev. Elle n'est pas en normal encore, c'est pas arrivé. Ah, ok, je ne l'ai pas non plus, moi. Ouais, la dev, ça fait un an que je l'ai, j'ai dû avoir 1 ou 2 crashs. Je suis super content. Moi, je l'ai jamais eu.
j'ai eu un ralentissement monstrueux entre la dev et la normale il y a un mois de ça, et du coup je suis repassé sur la normale, mais le temps que j'affiche une page, je pensais que c'était mon internet qui était pourri. Ça mettait au moins 3 secondes pour afficher une page. Alors j'ai mis les deux Edge l'un à côté de l'autre. Ah ouais, j'ai dit ouf. Enfin, j'ai dit ouf parce que c'était la version dev. Mais bon. La fonction que j'utilise pas mal, c'est avec Edge sur Android, c'est ouvrir la fenêtre sur le PC. C'est envoyer la page sur le navigateur, c'est ultra pratique. Ah merde, avec la MyPhone. Ouais, MyPhone. Ouais. En fait, je crois même pas que ce soit MyPhone, c'est dans Edge directement. Ouais, c'est dans Edge, ouais. Il faut que ce soit le même compte. Oui, mais moi je peux pas. Moi je fais MyPhone. Toujours avec mon histoire de même email qui est pro et perso qui est le même. Ça, il y arrive pas. Il y a Antoine qui nous dit qu'on peut faire aussi des groupes de tab. Ah bon? Oui. Alors, j'ai jamais vu ça. J'ai vu les collections. Je disais, mais j'ai vu qu'effectivement, c'était passé comme feature. C'est un flag à activer et on peut faire des groupes quand on a la version dev. Il faut activer le flag. Il faut activer le flag. Bon. Bien, pendant que Denis cherche, on va passer à la suite. Concernant les news Microsoft. J'en aurai une encore là, enfin une news, une information. Je sais pas si tu parles de MAUI? Pas du tout. Je sais pas si vous avez vu passer le post de Daniel Ross. Vous le connaissez certainement, parce que je vois celui qui ne connaît pas peut sortir de Teams, s'il vous plaît. En fait, il indiquait que le .NET MAUI arrivait et que les travaux au niveau de Blazor sont en cours pour inclure, pour l'apporter avec le .NET MAUI Desktop App en .NET 6. Donc, pour qu'on puisse avoir le Blazor, on va attendre le .NET 6, le Blazor hybride, ils appellent ça. Donc voilà, c'est très intéressant. Et je suis content parce que la dernière fois, rappelez-vous, j'avais posé la question si on avait eu des news à propos là. Et puis, on n'avait pas d'infos, mais en tout cas, voilà. .NET 6, c'est novembre 2021, non? Je sais pas. Ouais. Je crois au niveau de la roadmap. Hein. Et c'est dans pas longtemps, en fait. C'est dans un an. Dans 11 mois, quoi. Dans un an. C'est une fois par an maintenant, non? Oui, c'est ça, ouais. Mais .NET 6 qui sera en LTSL, alors que .NET 5, non. Après, tu as les previews qui vont commencer début d'année prochaine, je pense. Ouais. On va avoir une grosse preview, une release, peut-être une release pour la build, et puis voilà, quoi. Bien, concernant donc les news Microsoft, alors c'est assez, moi je trouve ça assez cocasse. Donc on a l'annonce pour le printemps prochain de Windows 10 X qui devrait arriver. On a le support de ARM 64 sur Windows 10 qui a maintenant été ajouté. Tout ça, enfin, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est à mettre en comparaison avec la sortie des derniers Mac qui sont sous leur propre ARM et avec des performances qui sont bien supérieures. Alors, je ne sais pas si Microsoft travaille sur je crois que c'est SQ1 qui est actuellement sur son SQ2 pour avoir des performances qui seront aussi bonnes que celles des Mac. Mais bon, pour l'instant, ça se fait attendre. Et sachant que le Surface Pro X qui doit sortir, lui, pour l'instant, ne supporte que les versions 32 bits. Que les versions 32 bits. Je ne sais plus, il y a un truc, c'est un bin, c'est pas possible, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe exactement là-dessus. Non, dans les versions, tu sais pas. La bonne nouvelle, et je pense que vous allez tous vous précipiter, c'est qu'on sait que maintenant que le Surface Duo va arriver enfin en France au début de l'année prochaine. Ouais. Donc, sortez vos billets. Bon, je ne sais pas si ça intéressera quelqu'un, si vous avez je pense, de l'argent à dépenser pour rien, quoi. Je vais sûrement le prendre puisque j'ai vu que Free, il lançait la 5G. Ah bah non, oui. Ah bah non, je vais pas le prendre alors. Dans les autres informations Microsoft, vous aviez sur le Slack, vous aviez parlé du Password Manager qui arrive sous iOS et sur Android. Qui est-ce qui veut en parler? Personne. Bon. Disons qu'encore une offre de Password Manager.
C'est limité déjà au mobile, donc je trouve que l'usage il est quand même très très limitant, quoi. Enfin, je vois pas trop l'intérêt en vrai. Donc, moi, j'utilise un PC et un téléphone, donc à partir de là, si le password manager il marche que sur ton mobile. Et c'est quoi l'idée? Il enregistre tes passwords ou c'est un générateur de passwords qui n'enregistre? Non, il enregistre tes passwords et il propose des autocompletes en fait. Comme tous les password managers sur mobile, là, il s'intègre quand on te donne un password, tu as le petit bouton pour entrer un password déjà enregistré depuis n'importe quelle application de password manager. Hein. Ouais. C'est donc en gros, quand tu arrives sur un site, quand tu vas mettre ton password la première fois, il va te l'enregistrer et puis la deuxième fois, il va te permettre d'autocomplete. C'est un password manager, quoi. Alors, quelle différence avec ce que fait déjà Edge? C'est intégré à leur application, quoi, et donc partagé sur tous tes mobiles. C'est l'application qu'ils stockent en fait. Oui, exactement, c'est la même chose, sauf que ça marche que sur mobile, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Ça va, c'est pas intéressant. Pour le moment, pas tant que ça, non. Non. Enfin, j'ai pas l'impression. J'ai raté quelque chose, mais. Il y avait, je sais plus quel grand ponte de chez Microsoft là, qui a sorti il y a pas longtemps sur Twitter que de toute façon, faut qu'ils arrêtent les doubles authentifications par SMS parce qu'il avait dit que c'était totalement en fait ça se dit insécurisé, ça se dit pas. Bon, vous m'avez compris. Non sécurisé. Totalement non sécurisé et que quelques temps après ils sortent ça. Qu'en est-il en fait? Et du coup, de tous ces trucs-là, de gestionnaire de password, je me suis toujours interrogé puisque comment c'est crypté dans les bases de données nos mots de passe? Parce que c'est crypté, c'est pas haché. En fait, dans si tu pars du côté password manager, en général, tu vas avoir un password root, enfin un master. Là. Non, faut pas dire master maintenant, mais on va dire mot de passe principal. Là. Ouais. En gros, qui permet de. En gros, tous tes mots de passe en dessous, ils sont chiffrés. Enfin, ça dépend du password manager là, après, mais en gros, tu as une clé AES pour chiffrer les mots de passe. Cette clé-là, en fait, est chiffrée via ton mot de passe principal. En fait, normalement, tout ce qui est stocké, c'est chiffré avec de l'AES en général, ce qu'ils vendent tous là. Et tu as ton mot de passe principal qui permet de déchiffrer cette clé AES, qui permet de déchiffrer les mots de passe. Et ça, c'est sécurisé. Ouais. C'est-à-dire que tu fais confiance à une société dont son boulot, ce n'est globalement faire que ça. Donc, disons que si jamais leur sécurité était compromise à un moment, la société coule, quoi. Donc, s'ils veulent tenir en vie, faut qu'ils fassent un minimum de choses. Et en général, ils documentent tous ça très bien. Ils ont des PDF assez bien détaillés de ce qu'ils font là. Parce que à cause de m'intéresse aussi, ça se passe. Mais je m'interroge sur le côté là. Parce que moi, je vais vous dire, mon mot de passe, c'est ça. Ça, c'est mon LastPass avec des onglets. Vous voyez, des petits onglets. M, c'est Microsoft, par exemple. G, c'est Google, par exemple. Et ça, pas mettre bien devant la caméra qu'on puisse faire un screenshot. Voilà, par exemple. Mais j'ai des vieux trucs là-dedans. Et ça, pour moi, c'est sécurisé, en fait. Mais alors, j'ai l'ancienne version. Mais l'ancienne version, j'avais jusqu'à changer les lettres, soit plus une lettre, soit moins une lettre, mais ça commençait à devenir casse-couille, quoi. Donc, maintenant, c'est clair. Okay. Après, j'ai pas confiance, t'en as un qui est... ça, c'est Bitwarden, ouais. Ça, je vois quelqu'un a mis dans le chat aussi. Bitwarden est open source, si jamais tu veux une application dans laquelle tu pourrais peut-être avoir plus de confiance. Ouais, t'as KeePass aussi. Ouais, mais KeePass, c'est que local. Ça ne partage pas les mots de passe entre les applications, entre les mobiles ou PC ou autre. Moi, j'utilise ça et puis je le synchronise entre le mobile et le PC sur OneDrive. Ouais, mais moi, ce que j'aime bien dans les services aussi, quand tu as des services style LastPass, c'est que si eux détectent qu'il y a eu des problèmes de piratage sur des sites et autres, ils te le signalent et via juste un bouton, tu peux changer directement les mots de passe sur 5 sites à la fois. Dashlane le fait aussi. Moi, c'est les ordinateurs quantiques qui m'inquiètent. KeePass, c'est pas mal, mais je le synchronise sur un OneDrive, c'est chiffré avec une clé. Moi, je suis tranquille, il n'y a que moi qui ai la clé. Et... Ouais. C'est exactement ce que je fais aussi. Une fois, j'ai perdu ma clé master, je ne me rappelais plus. Mais comme c'est une API.NET, j'ai pu faire un brute force pour trouver la clé. Bref, j'étais dégoûté, j'ai passé une mauvaise soirée. C'est une histoire de temps en fait pour craquer les mots de passe. Donc quand je vois que la vitesse du quantique, je me dis demain des gros organismes en 2 secondes ils nous piratent ce qu'ils veulent, quoi.
Ils crypteront avec le quantique aussi. Ouais, mais leur truc, pas les nôtres. Bien, dans les autres trucs qui font peur, ou plutôt que Microsoft tend à vouloir rassurer les différents gouvernements, ils ont lancé Azure Gouvernement Top Secret. Alors, j'aime bien le nom. Donc, dont le but est de permettre de rassurer les différents gouvernements sur les données qui seront hébergées sur Azure. Bon, c'est à mettre aussi en parallèle avec la décision qu'a pris le gouvernement français d'arrêter de faire héberger sur Azure les données de santé. Je ne sais plus, c'est jusqu'en 2023. Et après, il faudra qu'ils le mettent autre part. On va peut-être le retrouver chez OVH. On a également, là c'est dans les trucs qui font peur, Microsoft qui se lance dans le Wargame. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est Marie-Jo Follet qui a publié ça ce matin, je crois. Donc, comme quoi, ils ont vu que Microsoft faisait des recherches, lançait des recrutements pour un projet qui s'appelle comment d'ailleurs j'ai la capture d'écran qui est juste là, Studio Alpha. Et dont le but est de faire de la simulation donc de guerre, plutôt la simulation de l'ensemble de la planète en vue de déploiement de troupes ou ce genre de choses, et de mettre ça en liaison avec des serveurs Azure, avec de l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est un projet de la part de l'US Marine, et qui a donné 10 millions de dollars, je crois, à Microsoft et un autre concurrent pour faire déjà un premier prototype pour ce jeu de simulation de guerre pour voir ce que ça pourrait donner par la suite. C'est le terme jeu qui m'interpelle. En fait, Flight Simulator, c'est un cheval de Troie pour simuler des dégâts. Pour les meilleurs pilotes. Ouais. Cheval de Troie, 50 gigas quand même. C'est un gros cheval. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et Spielberg, il arrive quand dans l'histoire? Non, je sais pas. En tous les cas, ce qui est drôle, c'est les CV des gens qui sont demandés. Là, et à chaque fois, il faut qu'ils aient au moins 8 à 10 ans d'ancienneté. Ils aient tous fait du C++ à fond. Ils cherchent pas des petits développeurs C#. Pas d'Angular, quoi. Non, ils font pas d'Angular. Et enfin, pour finir cette partie actualité, on va faire un petit peu de publicité pour notre cher magazine Programmé. Donc, avec François Tony qui a écrit un deuxième et un troisième volume sur l'histoire de la micro-informatique. Donc, le deuxième volume, c'est sur les systèmes d'exploitation, et le troisième volume, c'est pour aller un petit peu plus loin sur les dernières machines. Donc, si vous voulez vous faire un petit cadeau pour Noël, vous allez sur le site de Programmé et vous verrez que vous pouvez commander ces différents ouvrages de la part de notre ami François. Ouais, je les ai déjà commandés, donc je vous dirai. Ouais. Moi, j'ai le premier. On ne peut pas dire qu'au niveau design, ce soit le top du top, mais... Non, mais le premier, oui, exactement. C'est la seule remarque que j'avais. Ouais. C'est niveau mise en page. J'ai trouvé ça, je dis, à tous les coups, il les a fait qu'un Amstrad. Ils avaient fait avec les outils de l'époque des ordinateurs. Et c'est ça que là, franchement, chapeau. Parce que effectivement, faire une mise en page comme ça avec un Amstrad, franchement, c'est balèze. Non, mais c'est pour mon gamin qui croit que tous les PC sont tactiles ou on peut mettre des films dessus pour lui montrer ou dans quel état on était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, dites là un petit sondage comme ça. Qu'est-ce que votre premier ordinateur et à quel âge? Et quel âge avez-vous? 11 ZX80. Moi j'avais un MO5. Ah, MO5, d'accord. 84, 85, je pense. 464. Ah, 464, d'accord. 464, 7 ans. Après, mon père, il ramenait un... TO8. Oh putain, ouais, TO8. On a quel âge en CM2? C'est d'argent pour un TO8. Non, parce qu'avoir tous ceux que je vois là, on a tous le même âge, à part Damien. Quoi. Mon père, il était comptable, il avait un portable, il ramenait un 286 portable qui était en noir et blanc. Oh, quelle horreur, avec les petits écrans ouais, exactement. monochrome ocre là. Non, il était quand même assez gros, quoi.
Mais avec Oula. C'est pas portable, trop ça, fort, c'est un Laurent. transportable. Oh, j'y crois pas. Peut-être. Et quand j'ai vu ça, Laurent, Cadré et en fait, tout. ça me faisait penser c'était le même gabarit que les Auric Atmos. Moi, j'avais commencé à faire un truc sur des Auric Atmos, c'était trop marrant. Ouais, ça ressemble. Bien. Bon, bah Et écoutez. juste une dernière news, vous avez vu que Oui. Twitter va fermer la plateforme Periscope? Ouais. Vous n'avez pas vu ça? Si. J'ai vu passer Ils ça ont, aujourd'hui. ils ont aussi racheté une boîte qu'ils ont fermée aussitôt, je crois. Ah, ici, ça fait quand même quelques années, ça fait 2 Non, ans, il pas paraît. Periscope, ils ont racheté une boîte cette semaine. C'était une sorte Qui de fait ça. vidéoconf à plusieurs. Et ils l'ont fermée immédiatement. Ah ouais. Ah bon, c'est sympa Antoine, pour les gens qui étaient dedans. mais c'est un jouet, ça. Bien. Bon, bah côté actualité, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. On va passer à la C'est déjà deuxième bien. partie. Donc, c'était pour faire suite à. Je vous avais posé la question sur le Slack. Quelle était votre stratégie pour les branches sous Git? Donc, on avait le débat qui avait commencé à s'enflammer un petit peu. J'allais dire, moi, comme je suis une véritable bille à propos de Git et de cette gestion de branches, j'aimerais avoir un petit peu votre opinion sur comment gérer correctement, entre guillemets, ces branches. Sachant que je pense que ça dépend aussi de la taille du projet, de ce que doit faire le projet, etc. Dans les remarques qui avaient été faites, revenait le terme de Git Flow, et on avait eu aussi le terme de Release Flow. Ouais. Je sais pas, GitHub Flow. GitHub Flow, ouais. Il y en a plein. Et Laurent aussi qui avait eu une autre approche. Qui est-ce qui veut commencer entre Laurent et Denis? Suspense. N'importe. Ouais, je pense que Vas-y. ça serait bien qu'on commence avec la solution la plus simple. Oui. Je pense que c'est les branches que j'ai, le truc que je t'ai envoyé. Ouais, vas-y. Je te laisse prendre le. Normalement, il y a la présentation qui doit démarrer. Vous Ouais. voyez le slide? Oui. Ouais. Donc, moi, ce que je pense à propos du branching, c'est qu'il faut déjà voir quel est votre besoin au niveau de la release du logiciel que vous avez à faire. Donc, il y a plusieurs cas. Est-ce que vous avez qu'une version en prod ou plusieurs versions en prod, par exemple? Ça, c'est les premières questions à se poser. Par exemple, pour moi, le flow qui est le plus simple pour quelque chose où vous avez qu'une seule release qui est en production, c'est d'utiliser, donc je l'ai nommé comme on la nomme maintenant, non plus master, mais main. On a la main branche, on crée des feature branches à partir de la main branche sur laquelle on va committer les changements. Et quand on a fini notre feature, cette feature est mergée dans la main branch. Donc, il y a des features qui peuvent être développées en parallèle, comme ça. À partir d'un certain moment, on va décider qu'une version est une version 1.0. Elle sera déployée en prod. Un peu plus tard, on va avoir la 1.1, etc. La 1.2, peu importe. Donc, ça, pour moi, c'est la chose la plus simple à faire. Et alors, la version 1.1, tu l'identifies par un tag, ou est-ce que tu crées une autre branche Non, tu n'as pas besoin de faire une branche parce que tu vas... Ah, en fait, si pour les patchs, tu vas devoir aller dans ce fonctionnement-là, en fait, qui ressemble plus au multi-release. Donc, pour un patch, toi, tu parles d'une version 1.01 ou 1.02. Donc là, tu auras besoin effectivement d'avoir une branche qui part. Oui, mais tu peux créer cette branche-là au moment où, si tu dois Tu en as faire un besoin. patch dessus, tu n'es pas obligé de le faire Exactement. à la publication, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et donc pour moi, en fait, tu vois, quand tu regardes les flows, c'est vrai qu'il y a Git flow, etc. Ça semble relativement complexe. Donc, moi, je pars du principe que plus c'est simple, plus c'est facile à utiliser. Donc, il faut vraiment regarder vos besoins, quoi. Donc là, ça, c'est un des fonctionnements les plus simples.
Après, pour plusieurs releases, on peut avoir ce qu'on appelle c'est le même fonctionnement. On va donc faire des feature branches à partir du main, mais on va créer des release branches sur lesquelles on va faire le patch et on va pouvoir maintenir plusieurs releases en parallèle, quoi. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment la solution qui est la plus simple. Après, on peut partir vraiment dans d'autres choses beaucoup plus compliquées en fonction des besoins, quoi. Là, moi, la question, là, par exemple, sur cette deuxième solution, imaginons que j'ai un patch bête et méchant, j'allais dire, il y a une faute d'orthographe dans un texte. Celle-là, je veux pouvoir la réintégrer aussi, par exemple, au niveau des branches qui sont en cours de développement. Mais c'est exactement ce qu'on montre ici, en fait. Donc là, imagine que tu vas avoir, on va dire, tu as ta version 1.0 qui est en prod, tu te rends compte qu'il y a un bug. Ta main branch, elle a déjà évolué parce que, bon, c'est pas le cas ici, mais imagine qu'il y ait des commits ici déjà. Donc, tu ne peux plus mettre en production cette branche parce qu'elle a des features que tu ne veux pas mettre en production déjà. Donc, ce que tu vas faire, c'est à partir de ton tag V1.0, tu vas créer ta release branche, comme le disait Denis, parce que tu en as besoin. Tu vas créer tes fixes. Là, on va dire que, imagine, tu corriges 4 typos. Et ce commit-là, tu vas le taguer comme la V1.01. Et ça va aller en production. Mais tu vas remerger ta branche dans ta main pour être sûr que ces bugs soient patchés dans le prochain déploiement en prod. C'est là que moi je suis pas tout à fait d'accord, à mon avis, sur le fait de remerger. Pour moi, tu fixes sur la main et tu cherry pick sur ta branche de release sur les versions précédentes. C'est une approche aussi, ouais. J'aime pas trop l'idée de remerger après, en fait. Tu fais pas le fixe sur la main, en fait. Et j'aime pas trop. Enfin, tu finis par avoir ton patch dans la main, mais. Ouais. C'est vrai que j'étais un peu rapide parce que il faut dire que ce truc-là, Richard, je l'ai fait 15 minutes avant le meeting, mais c'est vrai que en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une release branche. Non, en fait, je dis une connerie, on fonctionne comme ça. Mais oui, ça a des avantages quand tu considères que le main est ta référence de ce qui est en production. C'est sûr que c'est plus intéressant de le faire sur le main. Les désavantages que je verrai à ça, c'est si tu as beaucoup de commits dans ta branche main, tu vas te retrouver potentiellement avec plus de conflits que si tu les isoles de cette façon-là, quoi. Mais c'est une approche qui est valable aussi, je pense. Tout à fait. Après, j'entends parler de plusieurs commits sur le main. Je ne sais pas comment vous travaillez, mais nous, un des points qu'on a qui est important, c'est que n'importe quel commit de main est déployable. Dès qu'on merge dans main, on est censé pouvoir déployer ce commit-là, en fait. Enfin, ce moment-là, on est censé pouvoir déployer avec du code qui va fonctionner, quoi. Oui, nous, c'est ce qu'on fait aussi. Et ce qu'on rajoute, justement, pour te dire que ça doit être déployable, parce que forcément, il y a des fonctionnalités que tu fais dans une feature branch particulière qui ne doit peut-être pas être accessible parce qu'elle a peut-être besoin d'avoir une autre fonctionnalité, c'est qu'on travaille aussi avec un système de flags, donc d'activation de feature ou pas, quoi. Et donc, mais la version publiée, en tout cas dans les environnements d'acceptance et autres, cette version, elle possède tout le code permettant d'être testé. Et parfois, on a même des opérations qui permettent pour les testeurs de venir déflaguer en quelque sorte en fonction de l'utilisateur, tiens, j'accède à telle fonctionnalité ou pas. Et donc de passer sur des phases de test. Et puis la version, elle est déployée avec le flag mis à 0. Nous, on utilise ça plus pour des questions de release cycle où imagine qu'une feature, elle prenne plus qu'un release cycle à développer. Tu ne veux pas garder ta branche qui va diverger de ton main pendant. C'est ça, tu remerges régulièrement, mais ce qui est sur main est quand même déployable, quoi. Parce que tu as mis un feature flag, tu as mis quelque chose, quoi. Exactement. Oui, là, en fait, dans le schéma, en fait, chaque point devrait être déployable. Hein. C'est juste une décision. Je sais pas, à part peut-être la. Ouais, tu déploies toutes les semaines ou toutes les 3 semaines sur un produit. Voilà, donc je comprends. Tu déploies, en général, nous c'est ce qu'on fait, je pense qu'en général, dès que tu arrives sur main ou sur develop, peu importe comment on l'appelle, tu fais des déploiements, mais dans un environnement de développement. Donc indirectement, l'intégration continue, le CI, fait le déploiement. Après, est-ce que tu le déploies sur d'autres environnements d'acceptance, de pré-prod et autres?
Nous, ce qu'on fait, donc on a une release branch, donc c'est un peu différent de ça. Mais j'ai voulu un peu simplifier le cas pour la discussion. Effectivement, on a une release branch qui produit des artefacts qui sont des release candidates, qui sont pas déployés parce que en fait, nous, c'est une application WPF, mais qui sont mises à disposition de l'équipe de QA qui va pouvoir les télécharger et les tester. Mais ça, c'est fait effectivement dans une release branch. Mais après, quand la release est faite, on remerge dans le main. Et tu déploies les branches release? Ou tu déploies toujours le contenu de la branche main? Non, on ne déploie pas parce que ce n'est pas une web application en fait. On crée un artefact qui est une release candidate depuis la release branch. C'est ça, mais ce qui testent, c'est le contenu de cette branche release alors. Ouais, voilà. Ouais, ça, nous, on ne fait pas ça. Nous, c'est à chaque fois, c'est testable, on va dire, à partir du moment, et même pour les devs, les autres devs, bon, à part soit où on travaille sur une branche, mais les autres devs n'ont le code de leurs collègues que à partir du moment où ça a été fusionné dans le main. Parce que ça passe, donc la fusion enfin le merge entre ta branche et main passe toujours, nous, par une pull request. Et donc, c'est uniquement après. Ouais, mais là, on parlait juste du branching, donc je n'ai pas parlé de tout ça. Ouais. Effectivement, nous, quand on crée une feature branch, en fait, on crée une pull request. On travaille avec GitHub, donc on crée une pull request. Et dès le premier commit, tu as effectivement une continuous build qui tourne sur ces feature branch. On peut même commencer à discuter dans la pull request entre développeurs, si un développeur a besoin d'un avis ou d'un autre, avant d'avoir la fin. Mais en général, en arrivant au dernier commit, le gars, il est content, il a implémenté sa feature. Ça doit passer par minimum un reviewer chez nous, voire deux, en fait, en fonction de l'expérience du premier reviewer. Et puis, si c'est accepté, c'est mergé dans la release branch, donc un peu différent de là. Et nous, c'est à ce moment-là que ça fait un artefact qui est disponible pour le QA. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est la même chose. Si on parle de Gitflow, c'est un peu le même principe. Il y a juste des noms après, de conventions de noms qui sont appliquées, hein, mais l'idée est la même, quoi. Souvent en Gitflow, tu as la main s'appelle develop, puis tu as des feature branch et tu as des releases, comme tu as là aussi, des release branch qui sont créés, quoi. Après, il y a... Non, vas-y. Dans Gitflow, en fait, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de branches et qui rendent le tout un peu confus, je trouve, pour quelqu'un qui va débuter, tu vois. Dans le schéma, oui. Enfin, il y a beaucoup de branches parce que c'est expliqué comment on fait des hotfix, etc. Mais c'est justement une discussion que j'ai eue avec un collègue ici. C'est une chose que je n'avais pas captée, par exemple, c'est que les branches release sont, d'après le pattern, entre guillemets, Gitflow, les branches release sont supprimées au fur et à mesure. Donc, tu as toujours une dernière branche release, mais une fois que la branche release, après, est terminée, est créée, la deuxième branche release, tu supprimes la première, quoi. Moi, je n'étais pas tellement chaud avec ça. Et dans ce cas-là, je préfère passer plus par des tags et garder une historique, en quelque sorte, des numéros de version. Mais bon. Ouais, moi, je pense que les tags sont importants. Ouais. Mais après, c'est pareil, ça dépend. Nous, on doit maintenir X versions, tu vois. On n'a pas qu'une seule version qui est shippée chez un client, enfin, qui est en prod. On a X versions qui sont en prod, quoi. Donc, je pense c'est ça dépend. Est-ce qu'il y a toujours qu'une seule version ou plusieurs? Moi, c'est ce que je disais, si tu as un site web à devoir déployer, en général, tu n'as qu'une seule version. Quand tu mets à jour, tu mets à jour le site web. Donc, le principe est différent. Et l'autre question, moi, souvent que je pose, c'est est-ce qu'en pratique, il y a beaucoup de corrections qui sont faites sur des anciennes versions, si on en a plusieurs? Si on a une version 1, une version 2 qui sont en déployé en même temps, est-ce qu'on doit faire régulièrement des hotfix ou des mises à jour de la version 1? Ou est-ce qu'on peut dire au client, ça c'est déjà corrigé dans la version 2, allez-y ou attendez cette version-là, quoi. Ça dépend de ton contrat. Hein. C'est ça. Ouais. Et du niveau du commercial pour convaincre ton client de passer à la nouvelle version. Aussi, ouais. Et c'est vrai qu'avec le web, c'est plus facile, ça. Parce que, en général, ça suit directement. On ne leur pose même plus la question. Ils ont les versions. Sur l'installer, la fragmentation des versions, c'est un vrai problème. Hein. J'ai eu des clients, ils avaient des fois une dizaine de versions en parallèle parce qu'ils n'arrivaient pas à convaincre les clients de passer à des nouvelles versions parce que ils avaient peur que s'ils passent par une nouvelle version, ils disent on va aller chez le concurrent. Parce que quitte à mettre à jour, autant aller voir ailleurs. Ouais. Oui, et puis il y a toujours la peur de changer de version avec qu'est-ce qui va se passer sur des choses qui fonctionnaient avant et est-ce que ça a toujours fonctionné aussi bien, quoi. Donc comme tu dis, il y a le commercial qui doit faire son boulot derrière ça aussi. Ouais. Ou imposer, forcer dès le début. Je sais pas.
Ouais, mais il y a le travail du commercial, mais il y a aussi le travail de dev dans la stabilité des releases. Ça, Ah oui. Bah ça, de toute façon, tu peux jamais l'empêcher, ça. Hein. Ça arrivera toujours. Bon, bah, c'est mort alors. Faut arrêter. Jérémy, tu peux partager ton écran là, avec les deux captures que tu as mis parce que moi, je sais pas pourquoi, il y a Teams qui veut pas que je partage mon écran. Ou alors, Laurent, arrête ta présentation. Bah, en fait, je présente plus. Moi, j'ai share le slide, mais j'ai plus le contrôle. C'est pas moi qui ai le contrôle. Voilà. Bah, Là, je vois l'écran de Jérémy. voilà. Tu vois l'écran, là Oui, impeccable. C'est à peu près la même logique. Hein. Oui. C'est la même chose. La seule différence, si tu veux, c'est moi je tiquais, mais j'ai rien dit parce que finalement tout le monde s'est entendu sur le sujet. Moi, ce qui me tique, c'est quand on va patcher. Je suis effectivement dans la même logique de dire on reprend tout à partir de la main. Par contre, j'encourage les gens qui ont des releases en cours, moi, à faire un merge des patchs pour pouvoir tester, parce qu'en général c'est du web. Enfin, moi je suis beaucoup sur du web ces dernières années. Pouvoir tester sur la release qui est en cours que le patch il n'a pas un effet de bord. Je pense que des fois, on a des situations, enfin, je l'ai vu pas mal sur du web, un peu moins sur des applications clients riches, parce que les gens en général n'ont pas du tout le même comportement. Mais c'est vrai qu'un patch qui d'un coup vient de péter une feature, ce qui est en cours de réalisation, ça fait mal. Ouais, J'ai une question aussi quand vous faites ça, parce que j'ai moi régulièrement un problème que les devs me demandent. Je prends ton schéma qu'on voit ici. Tu m'entends? Oui. Ouais, ouais. Ah non, c'est Christophe qui parle à côté. Quand tu crées par exemple feature 1, la feature 1, bah, elle prend un certain temps pour être développée, logique. Et puis pendant ce temps-là, le développeur, on fait une pull request, on discute, ça dure quelques heures, voire quelques jours, mais il a besoin pour développer la deuxième feature d'avoir en partie ce qu'il a déjà développé dans la première. Vous faites quoi? Parce que là, sur le schéma, tu repars toujours de développe pour pouvoir créer ta feature. Mais est-ce que vous lui dites tu attends ou est-ce que vous lui l'autorisez à repartir et faire une branche de feature 1 pour brancher features 2 et continuer, puis avec les risques de ce que ça comporte? Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Nous, ce qu'on fait, c'est que, effectivement, c'est un cas qui est assez fréquent. Quand tu saucissonnes des grosses features sur plusieurs développeurs, bah, c'est qu'on base une branche sur une autre. Et on utilise beaucoup, nous, on fait pas beaucoup de. Enfin, on fait un merge de la feature quand elle est finie, mais on utilise souvent les techniques de rebase. Et il y a une technique de rebase qui s'appelle rebase on to, qui est vraiment très pratique dans ce cas-là dont tu parles. C'est ça, mais donc c'est ça, tu passes sur du rebase, mais tu autorises de repartir pour faire la feature 2, tu autorises de partir de feature 1 pour celle-là, quoi. Ouais, mais alors tu as besoin de plus de coordination entre les gens, quoi. C'est les deux personnes qui travaillent sur la feature doivent être coordonnées, quoi. En général, c'est le cas, puisque souvent, s'il a besoin des fonctionnalités de la 1 pour faire la 2, c'est qu'ils sont déjà synchrones à la base, quoi. Mais c'est vrai. Ou alors les deux peuvent travailler sur feature 1 et feature 2 sur la même branche. Ouais, mais alors je trouve que la branche est trop grande après. Ça dure trop longtemps pour être fusionné et on a des branches qui durent des semaines. Ça dépend. Ouais, ça dépend des features. Le plus simple que j'ai déjà fait, c'est grosso modo, je reprends ce dont le dev a besoin de la feature 2. Moi, je suis sur la feature 1, un autre dev sur la feature 2. S'il a besoin de quelque chose, dans ce cas-là, je prends ce que j'ai modifié, je crée une autre branche, je fous de tout ce que j'ai fait dans cette branche-là et je le push sur développe. Et à partir de là, tous les deux, on a accès à cette modification dont il veut. Alors moi, je fais exactement pareil. C'est plus simple et on a évité le problème. Voilà. Une sorte de tronc commun, quoi. Ouais. Voilà. Et ça marche bien. Mais il ne faut pas le prévoir, vous le savez à l'avance, ça? Enfin, comment vous savez que les fonctionnalités... On ne sait pas forcément à l'avance, donc des fois, c'est pendant ton développement de la feature, tu l'as fait, mais il te dit, ah bah tiens, ça m'intéresserait, bah dans ce cas-là, tu récupères ta branche, tu fais un copier-coller grosso modo de ton code que tu as fait, et voilà quoi. C'est une bonne idée. Et tu crées une mini-branche pour celle-là que tu refusionnes avec feature 1 et feature 2. C'est ça. Mais et comment tu es sûr qu'à la fin du cycle, ta feature 1 et ta feature 2, elles sont finies? Qu'est-ce que tu veux dire, fini? Alors, non, ce que je veux dire, c'est si tu as des cycles de release, disons, toutes les 2 semaines ou tous les mois, tu vois, ta feature 1 et ta feature 2, peut-être elles ne seront pas terminées à la fin, mais tu auras mergé certains changes qui vont partir en
dans ta release, quoi. C'est pareil, bah, au pire, ces changes-là, bah, effectivement, il ne faut pas que ça pète le develop. Mais soit c'est transparent, dans ce cas-là, c'est juste du côté code et c'est pas utilisé, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit effectivement, c'est un truc qui va apparaître quelque chose dans le supplément, etc. Et effectivement, si on se dit qu'à un moment donné, ça va pas être possible, il faudra faire soit la modification nécessaire pour cacher ce que tu as rajouté, ou bien faire autre chose. Mais oui, clairement, il faut faire quelque chose qui fait attention. Et ça vous arrive d'avoir des branches qui durent, tu parles de 2 semaines, qui durent 2 semaines? Parce que moi, je leur demande souvent d'avoir plus des branches qui sont vraiment des fonctionnalités, et on découpe les fonctionnalités, les features sont vraiment en tâches minuscules, entre guillemets, pour que ça dure maximum quelques jours, quoi. Donc si par exemple on a un écran, allez, je sais pas, il faut faire du CRUD, il faut faire de la lecture, de l'écriture, on va séparer l'insertion, la mise à jour, de la suppression, donc on en aura 3 branches différentes pour chaque morceau. Non, nous, ça nous arrive. L'outil qu'on développe, c'est un espèce d'IDE. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile de découper en trucs qui sont super petits, quoi. Donc, mais bon, on essaye au maximum de le faire. Et puis, sinon, c'est feature toggle. En fait, vous faites une personne créer la feature complète de A à Z, grosso modo. Ça dépend, en fait. Ouais, normalement, oui. Dans une branche, oui. Après, on a des cas où, justement, tu as plusieurs features qui sont dépendantes. Donc, on va peut-être partir sur la même branche à 2, ou alors faire une branche basée sur l'autre. Ça dépend. C'est vraiment au cas par cas, quoi. Et alors, j'ai une dernière question, parce qu'il est déjà 18h04. Je prends l'exemple d'un site web avec le back-office, les API qui sont développés en .NET, .NET ce qu'on veut, là, et puis le site qui est fait en Angular. Donc, a priori, vous travaillez sur 2 repositories différents, puisque vous avez 2 profils qui sont complètement différents. Et là, comment vous vous assurez au niveau de synchro des 2 projets? C'est juste. Moi, je mets dans le même. Tu n'es pas obligé de travailler dans 2 repos différents. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Tu peux mettre dans le même. On peut, mais moi, on faisait ça au début, on mettait dans le même, et ça devenait trop chiant parce que tout le processus de compilation, donc du CI derrière, dès que tu fais une modif, on va dire Web API.NET, forcément, elle est compilée, mais du coup, tout le projet Angular compile aussi. Ce qui est logique puisque ça fait partie du même. Alors, on peut, je sais, séparer en disant c'est uniquement tel dossier qui a été mis à jour, etc. Exactement. Mais donc, pour finir, nous, on a fait 2 repos distincts parce qu'effectivement, en pratique, c'est souvent des personnes différentes. Mais même si c'est les mêmes, ça a mis 2 repos distincts. Ils ont leur vie chacun. Et après, ça dépend quand tu les déploies aussi. Est-ce que c'est 2 déploiements qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment 2 projets qui sont vraiment rien à voir? Tu vas déployer l'API d'un côté, et puis une semaine plus tard, tu peux déployer le website. Les 2 sont pas déployés en même temps. Tu vois. Moi, j'ai déployé les 2 en même temps. J'ai déployé les 2 en même temps, et comme ça, en fait, j'ai même un endpoint qui va me générer du JS côté back. Comme ça, je récupère par environnement mes clés application insight, le paramétrage spécifique de l'environnement. Comme ça, je n'ai pas ce paramétrage-là dans le front. Enfin, comme ça, je mets 0 paramétrage dans le front, et les premières requêtes, c'est donne-moi le paramétrage de l'environnement, comme ça, moi, je le récupère. Comme ça, j'ai pas injecté du dur, et je suis sûr que mon front, c'est toujours le même par environnement. Donc, j'ai besoin du back pour démarrer. Et comme des fois, j'ai beaucoup d'authentification, même, c'est mon back qui va gérer l'authentification, qui fait que quand j'arrive sur mon front, je suis déjà authentifié. Donc, j'ai les 2 qui démarrent, en fait. Au lieu d'avoir un faux node qui tourne le back, c'est .NET Core qui le fait. Enfin, .NET. Je sais pas, nous on trouvait ça trop compliqué pour finir. C'est ce qu'on faisait au début, puis on en a marre. Moi, je vais être dans le cas, j'ai déjà pensé au truc sur un futur projet. Et grosso modo, le seul workaround que j'ai trouvé pour le moment, c'est grosso modo, on essaie de faire en sorte de déployer dans l'ordre où ça ne va pas te poser de soucis. Donc, par exemple, si on ajoute une nouvelle fonctionnalité dans le front, dans ce cas-là, cette nouvelle fonctionnalité, il faut qu'elle appelle l'API. Dans ce cas-là, on va d'abord déployer l'API, parce que du coup, la route sera disponible. Et ensuite, quand ce sera fait, quand on sera sûr, c'est juste quelques minutes au final, là, on va pouvoir déployer le front pour se dire, c'est bon, la route est disponible, mets-la en place. Parce que le problème, effectivement, dans les déploiements, quand tu as 2 repos différents, etc., tu peux avoir un décalage de quelques secondes, voire quelques minutes, qui pourrait complètement donne ton application, mais c'est quelque chose.
Ouais, mais ce qui fait que si tu mets tout dans le même repo, je veux dire, si le gars il fait une modification sous Angular, ça met à jour automatiquement. Même quand tu es dans le même repo, parce que le build, on va dire, le build technical, le build Angular n'a pas forcément la même rapidité. Donc même si tu pushes en même temps, tu dis c'est bon, envoie-le. Potentiellement, si ton sacro est mal fait, peut-être que ton Angular qui est plus loin à builder va arriver plus tardivement sur le serveur. Ouais, mais c'est souvent pour ça que tu as des builds qui font de la build d'artefacts. Et après, une fois que tu as les artefacts qui sont ce que tu vas déployer, c'est déployé qu'au moment où tu as tes artefacts qui sont prêts dans les différents. Par exemple, les artefacts Angular pour le web et l'artefact pour ton API, non? Ouais, je pense que là, c'est une synchro à faire au niveau du déploiement, au niveau du release. En grosso modo, tu arrives à dire que ton API et ce front-là sont liés. Il faut que les deux checks soient grosso modo live pour dire c'est bon, tu peux les activer, quoi. Ok. Non. Et puis il y avait un autre point aussi, c'était dans les mises à jour du code. C'est les développeurs front, en gros, ils sont venus se plaindre en disant moi, je fais rien, on va dire, comme modif dans mon code, mais par contre, à chaque fois que je fais un git fetch ou un git pull, je récupère des tonnes de code développé par les API de l'autre côté, quoi. Et donc, ça les perturbait, on va dire, dans l'historique, en quelque sorte, de leur git. Ce que je comprends. Tu peux faire des sous-gits, des check-out partials, des sub-modules, tu peux faire, ouais. Mais tu as des nouvelles fonctionnalités aussi de check-out partial où tu vas en fait faire un check-out que d'un folder. Mais ça devient compliqué. C'est ça. Le plus simple, tu crées dans le même projet. C'est le même projet Azure DevOps, hein, donc c'est tout et les mêmes work items, les mêmes tâches, etc. Mais c'est 2 gits simplement. Et donc nous, on crée un git API, on va dire, et un git UI. C'est le même nom avec UI et API d'un côté et de l'autre. Sinon, tu peux faire 2 graphes disjoints dans ton historique Git. Ouais. Si vraiment tu veux pas partager le même historique quand tu regardes dans tes UI à quoi ça ressemble, là, mais... Vous n'avez rien de plus compliqué encore à donner? Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils arrivent à bosser s'ils n'ont pas d'API, enfin, s'ils n'ont pas de données, ces designers. Parce qu'ils les simulent. Et ça, c'est quasiment à chaque fois, ça. Chaque fois, eux, et c'est pour ça qu'avec le JSON, en général, la simulation, c'est eux, ils accèdent, même pas une API, ils accèdent à un fichier JSON dont le nom est le nom de l'API qu'on va leur donner. Donc, on se met en général d'accord, on fait des réunions de coordination, on va dire, entre les deux. Voilà comment vont s'appeler les API, voilà ce que ça va retourner. Mais eux, à la sortie de la réunion, ils peuvent déjà commencer à développer sur base d'un JSON qu'ils ont créé eux-mêmes, quoi, simulé. Ou alors l'autre, c'est qu'on crée les API vides, en simplement leur donnant du contenu bidon, du contenu mock. Ça va assez vite à faire. Tu donnes un fichier JSON et puis... un fichier JSON et puis il se connecte dessus. Oui, c'est ça. Ok, bon, mais écoutez, je vois que le débat est pas clos et surtout qu'il n'y a pas de réponse définitive, quoi. Ça dépend, ça dépend de ton besoin, quoi. Ça dépend de ton besoin. Si tu mais garder les choses le plus simple possible, ça c'est le point principal, quoi. Tu auras toujours le pour et le contre. C'est un peu de balance à faire sur ton projet, sur combien de personnes est sur le projet, sur est-ce qu'il est gros, le projet est gros ou non, pour combien de clients, est-ce qu'il y a plusieurs versions, effectivement. Il y a tout ça à balancer. Mais dans les débats et les discussions qu'il y aura certainement possible encore à avoir, moi, à chaque fois j'ai ça avec d'autres aussi, c'est au niveau Git, c'est est-ce qu'on fait du rebase, est-ce qu'on fait du merge, est-ce qu'on fait du squash, est-ce qu'on fait de la fusion, voilà, il y a plein de discussions, tout le monde a son avis et je ne suis pas certain qu'il y ait une seule réponse. Feature, on les squash. Hein. Michel, je t'engage, j'essaie de convaincre mon team depuis un moment là-dessus. Moi je veux pas de comics de merde dans l'historique. Hein. Ouais, mais sauf si tu as vraiment du sens d'avoir plusieurs commits, quoi. Mais... Si tu veux faire du git bisect, c'est pas mal pour trouver des bugs aussi, d'avoir plusieurs commits. Ouais. Tu peux faire du bisect dans ta branche de feature et puis quand c'est dans ta main, un commit égale une feature égale un work item ou une issue. Enfin. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Ouais, parce que vous arrivez à faire des branches qui sont petites et des changes qui sont petits. Quand tu as des changes qui sont plus grands, ça devient plus embêtant. Les changes plus grands, ça pose pas mal d'autres problèmes aussi, des code review plus longues, etc. Les pull requests qui prennent plus de temps à être acceptés. Et des conflits. Plus de conflits potentiels. Parce que tu as plus de code qui change dans une feature. C'est ça. Ouais. Si tu fais des branches qui durent plus longtemps, qui sont plus gros, ça. Ouais.
Ton pull request, il ressemble à un Slack. Après, tu as des discussions dans tous les sens par le fil. Bah, s'il arrive à se faire racheter après par Salesforce. Slack Force, maintenant, il faut dire non. Bien, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on va se quitter là. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Et écoutez, on se retrouve l'année prochaine. Normalement, je pense, vers soit le 6, soit le 13 janvier. On verra si vous avez des sujets à ce niveau-là. Joyeux Noël et à l'année prochaine. Salut. Noël, Salut, joyeux Noël.